Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue, comme d'habitude, avec, comme d'habitude, mon complice Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Salut, André. Alors, ce soir, on a deux sujets qui ont vraiment rien à voir ensemble. C'est souvent le cas. Comme mais on le trouve quand même des fois, on trouve un rapport. Ben, on trouvera peut-être un. Le fait qu'on vienne se raconter ça ici, à nous autres, qu'on partage ça avec... C'est ça. Moi, je vais parler d'un monsieur, un incendiaire, Raymond K. Marsden, qui aurait mis le feu à des centaines d'églises dans les années 20, dont certaines au Québec. Mais il y a des faits troublants. On n'est pas sûr que tout est vrai dans son affaire. Toi, tu nous parles d'une épave. On va commencer avec ton sujet. Ouais. Une épave qui contient un objet vraiment étonnant. Le secret de l'univers, pour ainsi dire. Là, on va se débarrasser rapidement de la physique de la chose. La théorie de la naissance de tout, ce qui fait que nous autres, on est là présentement et qu'on n'est pas un groupe de particules qui se promènent librement dans l'univers, c'est dû au fait qu'on a eu supposément, là, c'est mis en doute qu'il y aurait eu l'explosion initiale, le Big Bang, qui produit toute la matière. Là, on se trouve avec des milliards de particules différentes. Il y a la matière puis il y a l'antimatière. Quand ces deux aspects-là se retrouvent réunis ensemble, il y a une désintégration puis ça s'annule et ça disparaît. Cependant, à tous les 10 milliards, il y a une particule qui survit. Mais ce qui fait notre monde aujourd'hui, la table, tout ce qu'on a autour de nous autres, c'est ces particules survivantes-là. On comprend pas pourquoi ils ont survécu. Supposément, le tachyon serait en même temps positif et antimatière. En tout cas, il y a beaucoup de théories qu'on va laisser de côté là-dedans. En 1988, il y a des plongeurs qui explorent le fond marin à environ 10 km au large de la Sardaigne. Ils vont faire la découverte de l'œuvie. Quoi de meilleur pour un plongeur sous-marin que de trouver une épave antique? La cargaison d'amphores qu'on aperçoit au fond, sur le fond océanique, par 38 mètres de profondeur, indique qu'il s'agit d'une épave romaine. On est capable d'identifier ça d'après la forme des amphores. À son apogée, la République démocratique de Rome, puis par la suite l'Empire romain, ils ont dominé le commerce maritime de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Il y avait en fait la mainmise sur pas mal tous les ports de la Méditerranée, jusqu'en Turquie, puis de Gibraltar. Et puis le lieu de naufrage se situe environ à 2 kilomètres d'une petite île qui s'appelle Mal di Ventere. En fait, c'est une mauvaise traduction, là, ça veut dire mal de ventre, là, mais c'est Mal di Vente, vent mauvais, qui était le nom de l'île. Ça pourrait expliquer un peu comment ça se fait qu'il y a un naufrage à cet endroit-là. Après 2000 ans d'immersion, la coque du bateau a évidemment disparu, sauf ce qui est dans le sédiment. Là, on parle d'une profondeur d'environ 3 mètres là, qui a été préservée. On a trouvé une multitude d'objets. C'est de la poterie, c'est beaucoup de pièces métalliques qui ont résisté au ravage de l'océan pendant plus de 2000 ans. L'épave, c'est un navire romain du type Navis Oneraria Magna. Alors, on a 30 mètres de longueur par 10 mètres. Pour dire, on rentre une dizaine d'autobus scolaires là-dedans. Fait que c'est quand même un assez gros navire. Puis c'était du type des riches marchands à l'époque qui avaient les plus volumineux, si on veut, type de bâtiment. Parmi les objets qu'on va trouver à l'intérieur, on va trouver les objets du quotidien. Donc, on a une foule d'informations sur la vie à l'Antiquité. C'est le but de l'archéologie, d'ailleurs. Mais on va aussi, en plus d'une meule utilisée pour fabriquer le pain par les marins, trouver 1000 lingots de plomb au centre de la cale. 33 kilos chaque lingot. Donc, on se trouve avec 3 tonnes métriques de plomb. C'est pas étonnant. Dans l'Empire, le plomb, c'était au point de départ un sous-produit de l'extraction de la galène, d'où on extrait l'argent. Et c'était très utilisé aussi pour faire, entre autres, de la monnaie, de la vaisselle. Et puis, la plomberie. Voilà. Les aqueducs étaient... ce qui semble très toxique. Et mais il y a eu des études là-dessus qu'effectivement... Le plomb est un métal qui est très inerte
qui ne rouille pas, il n'y a pas de corrosion qui se fait là-dessus, et puis qui est facilement malléable, il est ductile. Donc, ça avait une très grande valeur dans l'Antiquité. Les conduites d'eau devenaient un peu pleines de concrétion à cause des minéraux qu'il y avait dans l'eau à l'époque. Donc, ça mitigeait un peu là, la toxicité de ça. Mais de la monnaie puis de la vaisselle, ça va pas être très, très bon pour la santé. Ceci étant dit, après 2000 ans d'immersion, ce qui s'est produit, puis là, on va parler un peu scientifique, c'est que tous les matériaux, que ce soit du verre, que ce soit du métal, ont une certaine radiation de particules. Et puis, on appelle ça une demi-vie. Par exemple, le plomb, c'est une vingtaine d'années, la demi-vie. Donc, après 20 ans, la moitié de ces particules dégagées par le plomb a disparu. Après un autre 20 ans, l'autre moitié, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il reste pratiquement plus rien. C'est ce qui permet de calculer l'âge. De calculer l'âge, entre autres. Non seulement ça, mais la métallurgie permet aussi de dire où a été extrait le métal et en quelle année. De plus, la compagnie qui avait estampillé les lingots indique qu'il s'agissait de provinces qui venaient avoir droit de représentation à Rome. Alors, donc, ça indique la citoyenneté. Oui, puis la citoyenneté, puis ça nous indique là que la période à laquelle l'épave a coulé. Le minerai de galène qui a été utilisé produisait le plomb, et puis c'est grâce à ce plomb-là que c'est devenu ni plus ni moins l'attrait majeur de cette épave. Maintenant, il faut faire une différence entre l'archéologie et puis la physique des particules. C'est évident. Parce qu'une fois que la découverte a été rendue publique et qu'on a commencé à la laborieuse et longue pratique de préservation et de conservation archéologique, le département de physique a frappé à la porte. Maintenant, pourquoi? C'est que à cause de la demi-vie, le plomb qui est au fond de l'océan depuis plus de 2000 ans s'est stabilisé énormément. Puis deuxièmement, le fait d'être quand même à 38 mètres de profondeur, l'eau l'a protégé des rayonnements extérieurs. Ça a donné à ce matériau-là une valeur inestimable. On va parler de matériel en anglais low background, c'est-à-dire d'émissivité très, très minime. En quoi c'est utile? Il n'y a pas de contamination. Entre autres, et si on regarde par exemple l'acier, il y a l'acier qui a été manufacturé avant 1945 et très, très, très recherché justement pour ces choses scientifiques-là, pour la même raison, parce que c'est un métal qui n'a pas été contaminé par toutes les particules nucléaires qui sont apparues à partir de 1985. Si on va faire, par exemple, le raffinage du métal, bien, ces particules-là vont se retrouver dedans et on revient à nos recherches fondamentales sur la nature de l'univers. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va fabriquer des détecteurs, puis on va tenter de photographier ces particules-là pour pouvoir les connaître. Dans le cas des anti-électrons ou des tachyons, c'est des particules qui ont une vitesse incroyable et qui sont pas affectées par les autres masses. C'est-à-dire, au moment où on se parle, toi et moi, et ceux qui nous écoutent, et la planète au complet, on est traversé par ces particules-là qui ont une vélocité énorme, mais on les sent pas. On sait qu'elles existent, mais on n'est pas capable d'avoir leur effet. Donc, on va fabriquer un détecteur 2 kilomètres en dessous de la chaîne des Apennins en Italie. Et puis, le projet Cuore, qui veut dire cœur, va réaliser le mètre cube de matériaux le plus froid de l'univers. Là, c'est un peu difficile à comprendre, mais à cet endroit-là, et à d'autres, sans doute aussi sur Terre, on a utilisé l'hélium liquide comme si on soufflait pour refroidir du café. Sauf que ce que ça refroidit, c'est à 1 millikelvin, c'est autant que je me souvienne, c'est 230 quelques degrés Celsius, moins 200, des températures absolument inimaginables. Puis ce qu'on a mesuré dans l'univers, c'est plus chaud. Parce qu'en fait, le vide d'un cerf sidéral, c'est du vide. C'est pas chaud, c'est pas froid, ça isole. La température est provoquée. Donc, si on trouve une température aussi basse ailleurs dans l'univers,
C'est les aliens qui l'ont fait. C'est une autre forme de vie qui va l'avoir fait à ce point-là. OK, il faut que ça soit artificiel. Maintenant, pour détecter la particule en question, il faut qu'il n'y ait aucune autre source qui va venir brouiller le détecteur en question. Donc, le plomb qu'on a parlé de 2000 ans est idéal pour ça. Mais l'UNESCO, dans ses décisions au niveau de l'archéologie, dit que ça doit être préservé pour le bien-être de l'humanité pour les années futures. Ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. Dans le cas de la physique des particules, est-ce que le plomb va être plus utile pour l'humanité dans cette recherche-là ou dans l'archéologie? Ça a été le débat. Mais ça s'est réglé à coût de 3 millions d'euros ou 30 millions d'euros. 10 des lingots vont être utilisés. Et puis, je suis un peu d'accord avec ça. Parce que le matériel, le plomb qui a été extrait, il était dans un état transitoire. Il n'avait pas encore été utilisé. Il n'avait pas atteint son but pour lequel il avait été extrait. Il va falloir attendre 2000 ans. Mais quel noble but il va atteindre, par exemple? Alors, la transaction s'est faite. Le plomb a été transformé et fondu pour faire l'isolation pour ça. Et puis, malheureusement, l'expérience n'a pas été concluante. Mais en science, que ça soit concluant, qu'il y ait un résultat ou non, c'est un résultat en soi. Mais il y avait une phase 2 qui est présentement en train de se poursuivre. Et puis, toutes les Donc, l'affaire n'est pas complètement réglée. Pas complètement. Mais ce qui m'a frappé dans cette histoire-là, puis ce qui a fait que j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est comment, dans le grand temps universel, 2000 ans, c'est pas grand-chose. Une vie humaine, c'est rien. Alors, on a un plomb qui a été extrait, et puis pour nous autres, 2000 ans, c'est incommensurable. Les marins qui étaient sur le bateau à l'époque, on ne sait pas pourquoi il a fait naufrage, mais on a une hypothèse, parce que le navire a coulé, mais très droit, d'une façon tranquille, et le plomb était tout à la place, la cargaison était toute là. À l'époque, il y avait pas un endroit où l'Empire n'était pas en guerre. Et puis, sur l'océan, évidemment, il y avait des ennemis et des pirates. Ils se seraient sabordés pour éviter que le précieux plomb tombe aux mains de l'ennemi, et ce faisant, leur sacrifice va amener une recherche incroyable. J'aurais aimé parler plus un peu de ce qu'ils cherchent réellement. Mais si on prend le CERN en Suisse, c'est un détecteur aussi. Et puis ici au Canada, on a des expériences de ce type-là. Il y en a un peu partout dans le monde, au Japon. C'est ça qui va nous permettre de savoir pourquoi on est là puis comment on est là. Avec la dernière partie que tu viens de dire, si j'avais voulu faire une blague, j'aurais dit que c'était peut-être les pirates qu'on voit dans Astérix qui s'abordent avant de se faire battre par les Gaulois. Les Gaulois. Exactement, mais c'est de voir ce matériau totalement anodin. Le plomb, même aujourd'hui, c'est un matériau qu'on considère comme presque toxique. Là. Il y a des usages pour ça. Mais à l'époque, non seulement c'était une richesse pour les pays et les nations de l'Antiquité, mais de voir comment il a traversé le temps, attendant son heure pendant 2000 ans pour peut-être découvrir la première fois la désintégration d'une antiparticule dans un laboratoire incroyable au milieu d'une chaîne de montagnes. Je vais conclure en disant que ça prouve que les objets perdus ne le sont pas nécessairement pour tout le monde. Bien dit. Alors moi, je vais vous parler, on va parler du plomb. Toi, tu nous as parlé du plomb. Moi, je vais parler d'autres genres, et donc d'un naufrage. Moi, je vais parler d'autres genres de catastrophes. On va parler d'incendie. Alors, commencé le 25 décembre, jour de Noël, 1921. Qu'est-ce qui se passe en fin d'après-midi? L'église Saint-Frédéric de Drummondville et la Proie des Flammes. C'est l'église en question était dans son état actuel, du état de ce moment-là, de 1907, mais était l'emplacement, il y avait eu plusieurs autres églises avant, qui avaient brûlé, comme c'était fréquent, des bâtiments au Canada à l'époque. Les systèmes de chauffage un peu rudimentaires. On avait une architecture combustible. Oui, en plus, on construisait en bois, puis les systèmes de chauffage un peu rudimentaires additionnaient à notre climat, faisaient qu'il y avait souvent des incendies. Mais là, dans ce cas-là, c'est différent parce que l'examen des débris laissera pas de doute, c'est un incendie criminel. Alors, mais on n'a pas l'auteur. On ne sait pas c'est qui le coupable. Et là, on se demande c'est qui a pu mettre le feu à ce bâtiment, fierté des catholiques de Drummondville.
ça va prendre plusieurs années avant qu'on résolve éventuellement le mystère. On a dû soupçonner les protestants. On a soupçonné des protestants, on a soupçonné des communistes, des francs-maçons. Bon. En attendant, on a fait construire une nouvelle église. Les assurances ont versé 125 000 $. Donc, on va finir par fabriquer une nouvelle église. Mais dans la même époque, il y a plusieurs autres églises qui ont brûlé. Au Québec, on a remarqué que la cathédrale basilique de Québec et la basilique Sainte-Anne de Beaupré ont également été incendiées. Donc, on se pose des questions, mais on soupçonne le Ku Klux Klan même un bout de temps. Mais le 25 juin 1927, le quotidien Le Nouvelliste de Trois-Rivières publie un article selon lequel un Américain nommé Raymond K. Marsden, qui est incarcéré à ce moment-là en Ohio pour incendie et vol dans une église, aurait avoué être l'incendiaire de l'église de Drummondville. C'est un homme, Raymond K. Marsden, signalons, qui était connu, comme dirait Claude Poirier, connu des services policiers, mais sous une douzaine de pseudonymes. Donc, un individu louche en partant. Régulièrement, il a fait de la prison. Il a fait des écoles de réforme quand il était jeune, des maisons de travail, toute sa vie. Bon, c'est un mauvais sujet, disons. Il a commencé dans sa carrière avec des vols mineurs, quand il était adolescent, dans des commerces, des églises, un musée, puis il a été emprisonné une douzaine de fois au Wisconsin, au Michigan, en Illinois, en Ohio, en Pennsylvanie et à New York. En l'espace de 25 ans, il a été condamné à un total de 40 ans de prison, même s'il a souvent été libéré après avoir purgé, avant d'avoir purgé ses peines complètes pour pour bonne conduite, ou au contraire, c'était des libérations conditionnelles et à chaque fois, il récidive. Mais comme il change souvent d'État, le dossier se transfère pas à l'époque d'un État à l'autre. Et dans la plupart de ces crimes, la victime est la même, l'Église catholique. C'est sa cible. Il se vantait d'avoir volé ou incendié plus de 7000 églises catholiques. Sous interrogatoire, l'étendue de son passé criminel va être révélée, puis il va avouer sa raison de cibler les églises catholiques. Lui-même avait été élevé dans la religion catholique, mais il y a une grosse rancune contre l'Église depuis son enfance. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut peut-être voir toutes sortes de raisons. Mais un iconoclaste. Oui. Alors, ces vols, ça visait pas seulement un gain personnel, mais c'était une forme de, ouvrez les guillemets, justice dans son optique à lui, qu'il voulait rendre par sa haine de l'Église catholique. Et c'est un cas très intéressant d'étude de l'anticatholicisme. Et à un moment donné, il y avait des complices aussi qui partageaient ses convictions. Ses convictions. Alors, selon l'Associated Press du 30 juin 1927, il était membre d'un gang d'incendiaires. Il aurait poursuivi une carrière criminelle de 27 ans durant laquelle il aurait commis 15 000 vols dans 7 000 églises aux États-Unis et au Canada, en incendiant plusieurs. Et il va affirmer en avoir incendié 17 au Canada, incluant la basilique Sainte-Anne de Beaupré, la cathédrale de Québec, c'est celle-là pour laquelle on avait soupçonné le Ku Klux Klan, et l'église Saint-Frédéric de Drummondville. Les journaux de l'époque mentionnent que le sergent détective Adélard Constantin de la Commission des incendies de Montréal serait allé à Columbus, en Ohio, récupérer des déclarations sous serment de l'individu. Mais là, il y en a qui ont des doutes sur sa crédibilité, puis qui a l'air d'un gars avide de publicité, ce M. Marsden. Et aussi que, dans le cas de la basilique Sainte-Anne de Beaupré, l'enquête avait conclu à un incendie accidentel. Donc, c'est une chandelle qui aurait été oubliée, une lampe, quelque chose comme ça. Donc, mais lui, 42 ans, Ray Marsden, qui vient de Flint, Michigan, dans une confession qu'il aurait faite, avoué avoir participé à des pillages, etc. Et il en rajoutait, et il y aurait eu 4 complices avec ça. Et il s'est fait arrêter alors qu'il tentait de commettre un vol à l'église Notre-Dame de la Consolation à Cary, en Ohio, le 29 mai 1927. Donc, il en a fait des crimes et il en a fait des incendies. On n'est pas sûr, cependant, la quantité qu'il s'attribue. J'en ai parlé dans une autre émission, nos voisins américains sont portés à l'hyperbole un peu des fois. Et il aurait donc débuté sa carrière criminelle vers 15 ans, s'en prenant à environ 259 églises par année durant presque 25 ans,
C'est considérable. C'est une obsession. Oui, voire étonnant, mais pas complètement impossible, parce qu'à cette époque-là, les lieux de culte étaient généralement ouverts et les systèmes de sécurité, ça n'avait aucune commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, au mois d'août 1927, la presse canadienne va se faire l'écho, surtout canadienne-française, va se faire l'écho de ça et va répandre son histoire. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à élargir sa vestion, et c'est là qu'il commence à parler de 17 églises au Canada, dont la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. On dirait aujourd'hui high profile, ouais. des incendies high profile. Chercher la publicité, hein, c'est ça. Et c'est donc, on a dans les journaux ce fameux Adélard Constantin, sergent détective de la commission des incendies de Montréal, qui se serait rendu en Ohio. Les journaux de l'époque, évidemment, ne font pas un portrait très flatteur de Marsden, présenté comme un criminel sans scrupules qui se délecte de l'attention que lui apportent ses déclarations. Et il affirmait avoir enfoui son butin près de Lacolle, mais a refusé de dire à quel endroit, de dire aux policiers à quel endroit exactement. Un trésor à chercher pour les chercheurs de trésors. Pas loin de la frontière, bien sûr. C'est ça, dont on a déjà parlé, des chercheurs de trésors. Parenthèse, ils volaient dans les églises, hein? Oui. Et là, dans une église, bon, le tronc, avec les choses, mais c'est quoi ils volaient? La vaisselle? Calice, c'est ça. Tous les vases sacrés qui sont souvent en or ou couverts d'or. Ah, voilà, OK. Mais comment tu peux monnayer un truc comme ça? On le fait fondre. On le fait fondre. Bon, OK, voilà. Ou on le vend pour un autre usage à très loin, quelqu'un qui va avoir une belle C'est là coupe. le point que je voulais faire, parce que c'est une affaire qui sert pour la religion. Ça peut pas servir à d'autres choses, à moins qu'il soit fondu, puis récupérer le métal, puis il y a du métal précieux, ça a l'air d'être fait en brasse ou c'est souvent, mais il y a aussi, il y en a qui sont plaqués or, on peut récupérer. Extraire l'or du plaquage, c'est une méchante. Mais il y a aussi qu'on peut aller, par exemple, se faire payer chez un prêteur sur gage, le laisser là, et un curé qui cherche un vase sacré va y aller sans savoir que ça a été volé. Il y a toujours ça. On pose la question tout le temps où l'argent était là-dedans. C'est ça. Selon le prêtre catholique américain David J. Andrus, qui est un historien de formation, qui a consacré une conférence en 2015 à M. Marsden, les motifs de M. Marsden qui restent difficiles à comprendre un siècle après, mais lui, il décèle une tendance sociopathe qui l'amenait à voler l'argent des troncs destinés aux pauvres sans se soucier des victimes qu'il faisait, et là, il appréciait la renommée. Mais là, on a un nouveau développement depuis quelques années. Un ancien pompier devenu archiviste, Jean-François Courtemanche, à Montréal, lui, il a fait des recherches. Et, il n'a trouvé aucune mention du nom du fameux sergent détective Constantin dans la base de données archivistique du service des incendies de Montréal, dont lui s'occupe de monter depuis 1993 et qui recense au moins 23 607 incendies, dont 171 dans des lieux de culte à Montréal depuis 1683. Pas de trace de ce sergent détective Constantin. Il va dire dans une entrevue que c'est une période avec des événements couverts de mystère. Ouais. Alors, on a, parce qu'il a fait des entrevues là-dessus et des conférences sur les nouvelles incendies, les fameux incendies des années 1920, et il dit c'est surprenant qu'on soit pas encore capable de lever le voile là-dessus, parce que normalement, il devrait y avoir des traces de Marsden dans les archives juridiques de la Bibliothèque et Archives nationales du Canada, puisqu'un rapport aurait été remis au procureur général en 1927. Sylvie Bédard, archiviste de référence pour la direction des Bibliothèques et Archives nationales, et a écrit dans un courriel « Nous avons effectué plusieurs recherches, entre autres dans l'index de la correspondance du procureur général, afin de tenter de retracer un dossier en lien avec cet incendie. » Elle parle de la cathédrale de Québec, entre autres. On a épluché les années 1922, 23 et 27 et nous n'avons trouvé aucune entrée pour cet incident. Aucune trace non plus qu'un tel rapport aurait été déposé dans le fonds lié à Louis-Alexandre Taschereau, qui était premier ministre à l'époque du Québec.
Elle dit « Nos efforts sont demeurés vains ». L'histoire a retenu souvent dans l'histoire populaire, si on veut, la version de Marsden. On sait qu'il a été ennemi. On sait que, par exemple, à Indianapolis, il avait mis le feu à l'incendie à l'église Saint-Jean d'Arc. Et c'est un agent de police à moto qui avait entendu une description du suspect puis qui l'a arrêté dans un tramway. Donc, il n'y a pas tout inventé. Mais il y a des mystères là-dedans. Là aussi, aux États-Unis, d'ailleurs, on l'a lié un petit peu au Ku Klux Klan, avec lequel il aurait frayé. Le Ku Klux Klan, il faut le savoir, dans les années 20, il y avait un programme politique qui incluait qu'ils étaient radicalement anticatholiques. C'était un mouvement vraiment protestant. Et d'ailleurs, le suspect avait failli se faire lyncher devant l'église Saint-Jean d'Arc qu'il venait d'incendier à cette époque-là. Le Huntington Herald a rapporté. La police a eu des difficultés à sauver Gordon de la foule parce que c'était un pseudonyme, Gordon, qui avait été arrêté. Avait de la difficulté à sauver Gordon de la foule qu'il avait arraché à l'agent Miller et il l'avait battu jusqu'à l'inconscience. Le pyromane, parce qu'il faut l'appeler comme ça, va s'énerver contre ses interrogateurs et demander à écrire sa propre confession sur une machine à écrire de la prison. On voit quand même un gars un petit peu qui cherche la publicité. C'est ça, self-promoting. Ouais, c'est ça. Autopromotion, oui. Mais c'est pas un phénomène inconnu. Des criminels qui, une fois attrapés, s'attribuent plus de crimes que ce qu'ils ont vraiment commencé parce que tant qu'à se faire arrêter, au moins essayer de se donner une image. Un peu de panache. C'est ça, de montrer qu'on est un phénomène, en quelque sorte, qu'on n'a pas d'ego, si on veut. Alors, c'est ça, cette histoire un peu mystérieuse des incendies d'église des années 20 avec ce mystérieux monsieur Marsden. Il a disparu, lui, à un moment donné, dans l'histoire. Oui, c'est ça. À un moment donné, on perd sa trace. Il s'est éteint. C'est ça, c'est le cas de le dire. Et c'est sur ces mots on va s'éteindre, nous aussi. Alors, bonsoir à tous et à la semaine prochaine pour une autre émission de Histoire à dormir debout.